Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 5 sur 5, l'émission qui vous donne toutes les informations que vous avez pu manquer sur les réseaux sociaux et qui vous permet de crâner lors de vos dîners entre amis ou entre familles. Bref, on est parti pour 5 infos qui ont fait le buzz. Et ce soir, c'est avec Benjamin que je suis, mon acolyte du quotidien. Salut mon acolyte. Salut mon acolyte, ça va? Ça va et toi? Genre, je le sais pas, tu sais. On est venus ensemble, on est là ensemble, on passe toute notre vie ensemble, mais je le savais pas, genre. Ça va? Ça va bien. Ouais, ça va. Bon, t'es prêt pour parler un peu des réseaux sociaux, de ce qui a buzzé? Je suis prêt, je suis chaud bouillant. Tu t'es tenu au courant? Parce que t'as pas eu le choix? J'ai été updaté régulièrement, j'ai eu pas mal d'infos. T'as pas eu le choix, hein? Et j'ai rejeté les intox. Et t'as rejeté les intox. Alors c'est bon, on est prêt. C'est parti, première info. Info numéro 1, c'est sur Netflix que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'on aime bien Netflix, nous. C'est sympa. C'est Ça sympa. nous a beaucoup aidé pendant le confinement. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on a gardé les bonnes vieilles habitudes de confiner. On se confine tout seul, on est des fous, on adore ça et on regarde Netflix. Et est-ce que évidemment, tu connais Love is Blind parce que tu n'as pas eu le choix en fait. J'ai subi ça. Tu as subi pendant que moi, en fait, je regardais Love is Blind. Est-ce que tu connais, tu as aimé? Alors, il y a beaucoup de gestuels, beaucoup de manières à l'américaine. C'est une réminiscence pour moi de la bonne vieille télé-réalité Made in USA. Alors, super. Alors, la bonne vieille télé-réalité Made in USA, on récap un petit peu pour tous ceux qui ne connaissent pas. Le concept, en fait, c'est de prouver que l'amour existe, même si on ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on peut tomber amoureux sans se voir physiquement. Il y avait d'autres manières pour prouver que l'amour existe. Oui, bon, c'est sûr que... Hein, bon. Bref, on va rester là sur ces petites... sur ces petites images, voilà, ça vient, c'est sympa. Bref, donc le concept, on revient sur le sujet. Le concept, en fait, c'est de prouver que l'amour peut exister sans qu'on se voit. Donc, en fait, c'est une dizaine d'hommes et une dizaine de femmes qui vont se rencontrer, en fait, via ce qu'on appelle des pods, c'est-à-dire à travers un mur, et qui vont dater plusieurs hommes ou plusieurs femmes, selon ce qu'on est, et qui, au fur et à mesure, vont tomber amoureux dans le but de se marier. Et au bout de quelques jours, l'homme va demander en mariage la femme qu'il a choisie, et une fois qu'elle a dit oui, seulement à ce moment-là, ils se rencontrent. Et donc... le concept ne s'arrête pas là, on va jusqu'au mariage et donc du coup on arrive sur un mois où en fait ils partent en vacances au Mexique en général. Ils font ce qu'on appelle un petit peu le côté lune de miel et puis ensuite ils reviennent à la vie normale, ils organisent leur mariage, ils vont au travail, etc. Et on les suit jusqu'au moment où ils vont jusqu'à l'hôtel et là en fait ils doivent dire oui ou non, I do ou I do not. Et en fait, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on les voit évoluer, etc. Et puis, en fait, tu penses qu'ils vont dire oui, et puis au final, au dernier moment, ils te disent non. Ah, et c'est un peu... Ouais, il y a toujours un petit... Les mecs qui se sont chauffés, ils ont dit oui à peu près. Oui, il y en a qui... Alors, je ne vais pas spoiler. Pas spoiler, mais on a eu des oui sur cette saison. On a eu voilà, des oui retentissants. on a eu des oui retentissants, mais en fait, ce qui a... Donc là, c'est la saison 2. La saison 1, on avait déjà parlé à l'époque, aux premières émissions de 5 sur 5. Et ce qui était assez rigolo, c'est que du coup, la saison 1 avait tellement fonctionné que la saison 2 était attendue comme je ne sais quoi. Il y a eu des podcasts, des vraies émissions sur le sujet. Et donc, la saison 2, en fait, n'a pas dérogé à ce qu'on a vu lors de la saison 1. Ça a marché de folie. Et est-ce que tu sais un petit peu pourquoi ça a fonctionné? Non, mais tu vas me le dire. Ah ouais, mais pourtant, tu as suivi. Genre, c'est un peu l'interro, là. Moi, je me rappelle d'un participant avec beaucoup de préjugés et très fort en gueule. Ouais. Notamment un participant d'origine indienne. Oui. J'ai son prénom sur le bout des lèvres. Il s'appelle Abhishek, dit Ok. Sheikh. Et en fait, donc, il marque un peu cette saison parce que c'est un homme qui demande à toutes les filles qu'il rencontre dans les pods, donc qui ne rencontre pas vraiment physiquement, vous avez compris le concept, et il leur dit « Est-ce que je serais capable de te porter sur mes épaules lors d'un festival de musique ?» Donc, pour le concept Love is Blind, où le physique n'est pas censé compter, le truc est un petit peu ubuesque. C'est limite une pesée de la vache, quoi. C'est une pesée de la vache. Et donc du coup, c'est assez...
Donc les premiers C'est épisodes, l'image on que le ça voit, donne, quoi. on le voit dire ça, on se dit bon, bah, le mec il a rien compris quoi. Et on se dit lui jamais il va trouver une nana. Et puis au final il la trouve. Et en fait il finit par s'ouvrir et dire bon voilà j'ai eu des problèmes de poids etc. Je suis très complexée par ça donc du coup j'ai développé ci et j'ai développé ça. Donc il finit par s'ouvrir. Et il tombe amoureux d'une Indienne, comme c'est rigolo, et ils se rencontrent, etc. Et en fait, du moment où ils se rencontrent et jusqu'au jour du mariage, il raconte à tout le monde qu'elle, elle ne l'intéresse pas physiquement et qu'il n'est pas du tout attiré par elle, que le reste de la connexion marche très bien, mais qu'il n'est pas du tout attiré par elle. Et en fait, la manière dont il en parle fait que ça a très buzzé ou bad buzzé, c'est à nous de choisir en fait, et c'est quelque chose qui est assez retentissant dans cette saison. Et en fait, on se dit, oui, bon, bah, love is blind, mais pas vraiment, en fait. Enfin, lui, il dit, love is blurry. L'amour est trouble. Love is in the air. Love is in the air. Donc, en fait, finalement, est-ce que toi, tu serais tombé amoureux de moi si tu m'avais pas vue? Rien que ta petite voix délicate. Ouais, c'est ça. Regardez, il veut pas dormir sur le canapé ce soir, celui-là. Mais bon, c'est assez incroyable en fait d'avoir ce concept, de participer à ce concept d'émission et puis d'avoir quelqu'un qui finalement ne fait attention qu'au physique. Donc voilà, donc regardez bien cette saison, vous allez l'adorer, elle est super sympa à regarder, mis à part Abhishek, et vous nous en direz des nouvelles. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que tout le monde se reconnaîtra un peu quelque part parmi au moins un des participants. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et donc sur ces belles paroles, on passe sur la deuxième information. Info 2, on va rester sur Netflix parce que finalement on se complaît bien dans notre petit plaid et notre petite camomille, petit vieux que nous sommes. Elle est mémé. Allez mémé, on va retourner sur Netflix. Et en fait, on va parler en fait de la série Inventing Anna. Tu connais? Ouais, à fond. T'as aimé? De toi à moi, le côté usurpation d'identité, je trouve qu'il y a un grand vent pour les escrocs sur Netflix ces derniers temps. Oui, c'est vrai que en ce moment, c'est la folie. Entre le charbonneur de Belleville, le gigolo de Nebrask, tout ça. J'ai l'impression que c'est une vibe sur Netflix. En fait, c'est en vogue, quoi. On commence à idolâtrer un petit peu ces gens qui aiment bien se faire passer pour d'autres personnes et qui adorent voler les autres. Et pour ceux qui ne connaissent pas Inventing Anna et qui vivaient dans une grotte ces dernières semaines, Inventing Anna, c'est l'histoire de Anna, comme moi, mais pas moi, Anna Delvey / Sorokin, parce que du coup, on ne sait pas tellement quel est son nom finalement. Et c'est une jeune femme qui a fait croire à tout le monde qu'elle était une riche héritière allemande. Et elle a fait croire ça donc à la haute société new-yorkaise, et tout en fraudulant des millions de dollars. Et c'est assez incroyable, et c'est une série qui est basée sur des faits réels. Donc c'est assez rigolo, parce que du coup, en fait, on revoit les ressemblances entre l'actrice et la personne. Et d'ailleurs, le jeu d'actrice a été très, très salué. Et c'est vrai que la ressemblance est assez impressionnante. Je ne sais pas si tu l'as vu en vrai, la nouvelle. C'est flippant. En plus, l'actrice est à moitié israélienne. Elle y paraît. Alors, je ne savais pas. Et c'est en préparant cette émission que j'ai compris qu'elle était à moitié israélienne. Ouh, on est fiers. Super. Pour une fois que ce n'est pas le personnage lui-même qui est d'origine israélienne. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que bon, ça fait plaisir. C'est bon, on préfère que ce soit l'acteur plutôt que le personnage qu'on essaye de représenter. Mais bon, c'est une série donc, qui a été créée par Shonda Rhimes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la créatrice de Grey's Anatomy, Scandale, ou alors Bridgerton, qui sort très bientôt sur Netflix également. Et du coup, c'est assez surprenant parce que la série a été reçue avec des sentiments un peu mixtes. C'est-à-dire que les gens, d'ailleurs j'en fais partie, ont trouvé cette série très longue, très ennuyeuse finalement, mais pas super. Et en fait, j'ai arrêté. Moi, j'ai apprécié la complexité du personnage. En fait, la schizophrénie profonde de Anna Delvey, quoi. Ouais, c'est un vrai dédoublement de personnalité, doublé d'une kleptomanie, doublé d'un transfert de personnalité sur un idéal un petit peu de jet-setteuse rêvée. Et ce qui est fou, c'est que ça a marché. Les gens se sont laissés berner parce qu'ils voulaient y croire. Exactement. Ils voulaient croire à ce personnage un peu débridé.
Ouais, ce personnage d'influenceuse, de la jet-set new-yorkaise, les gens ont aimé ce personnage-là, ils ont voulu y croire. Et donc, du coup, cette personne, Anna Delvey/Sorokin, c'est-à-dire que c'est même pas son vrai nom, mais bon, c'est pas grave. Elle a été condamnée comme on le voit dans la série. Et hyper insolite, c'est qu'elle a été relâchée en 2021. Je ne savais pas, je pensais qu'elle était encore en prison. Et en fait, je ne me trompais pas tellement, puisque elle a été arrêtée de nouveau, parce que son visa avait expiré, elle était restée aux États-Unis, bref. Et aujourd'hui, elle est encore en procédure judiciaire pour pouvoir échapper à une extradition vers son pays, qui est la Russie. Incroyable. Ou l'Allemagne, je ne sais même pas. Quand on connaît les relations entre les Russes et les Américains. Vers l'Allemagne. Vers l'Allemagne. Elle a obtenu la nationalité allemande? Elle est allemande, apparemment. Et donc, c'est une série qui est, ma foi, intéressante. Je ne suis pas trop fan de l'idolâtrie des escrocs, mais bon, tout le monde adore cette série. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va se forcer. Ouais, quand on aura fini tous les trucs qu'on a regardés, on verra. D'ailleurs, en parlant de choses qu'on a regardées, on va enchaîner tout de suite sur l'info numéro 3. Info 3, on peut parler d'un truc sympa, un peu, tu vois, un peu quelque chose de bien pour mes yeux de femme. On peut ou pas? Fais-toi Tu plaisir. m'autorises? Ah, c'est super. Lâche-toi. Non, parce que j'aime bien la mâchoire de Robert Pattinson, son petit regard un peu ténébreux, etc. Et je trouve que c'est pas mal dans Batman. Je pensais que tu parlais de chocolat. Un truc bien pour mes yeux. J'aurais pu. Oh, Ouais, Robert Pattinson avec il y a du les tablettes, chocolat. il y a les tablettes. Moi, je veux bien. Il n'y a pas le chocolat, mais il y a les tablettes. Ouais, quoi. c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais C'est un bon sujet parce que ça réconcilie ta passion des tablettes et ma passion des comics. Donc, ah oui, c'est vrai. Ben voilà, tu vois, je mange le chocolat et tu lis les comics, on est parfait. Okay. C'est super. Mais bon, du coup, Robert Pattinson dans le costume de Batman, c'est pas mal. C'est le Batman. C'est le Batman. Et en fait, c'est rigolo parce qu'il succède à George Clooney, Val Kilmer, Christian Bale. Je t'aime. Pardon. Fais gaffe, l'interview va mal se sorti passer. tout seul comme ça, je sais pas pourquoi. Mais je l'aime aussi, t'inquiète pas. Ah, tu l'aimes aussi, Christian Bale? Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur, on est d'accord. J'ai pas encore vu Pattinson. Eh ben, on va y Jusqu'à aller. Pattinson, pour moi, Bale était le meilleur. Mais bon, c'est un rôle quand même qui présente pas mal de risques. Énormément. C'est un rôle piège. Honnêtement, quand on regarde la prestation de George Clooney, c'est peut-être le pire navet, le pire nanar qu'il ait jamais fait. Pourtant, il était accompagné d'Arnold Schwarzenegger. Oui, c'est vrai. Donc, ça aurait dû marcher, je veux dire. On avait d'espoir, quoi. Et pour te dire la vérité, je ne me souviens même plus du film avec George Clooney. On était jeunes. Hein. On était Ouais, très, mais bon, très je jeunes, sais que quoi. je l'ai revu après et j'ai pas... Non. Pourtant, George Clooney, Dieu sait que je retiens. Mais Batman, c'est un rôle piège parce que c'est un personnage très dark. C'est un personnage qu'on ne peut pas prendre comme un super-héros habituel. C'est pas un super-héros normal. Déjà, c'est pas un super-héros. C'est un homme. Oui, c'est un homme. Il n'y a pas de super-pouvoir. Exactement. Mais en tout cas, c'est marrant parce que ça fait plusieurs semaines qu'il est numéro 1 au box-office américain. Et chiffre un petit peu intéressant pour dire que, en effet, Robert Pattinson en Batman, c'est pas mal. Il a engrangé, à l'heure où on tourne, 460 millions de dollars de bénéfices. Ce qui est quand même pas mal. C'est vraiment pas mal. Au box-office, c'est une belle performance, surtout dans une prestation post-Covid où il y a eu Où les gens, difficultés. je ne sais pas si les gens sortent vraiment au cinéma maintenant. Je ne sais pas si c'est vraiment revenu comme une habitude comme c'était avant. Ou... On ne sait pas tellement finalement. Mais bon, du coup, c'est pas mal parce que Robert Pattinson, c'était un peu l'acteur des adolescentes prépubères comme ça, en chaleur et tout ça, qui passe du vampire pourri, du film un peu pourri, disons la vérité. Il y avait quand même une attente un peu mitigée sur ce film. En mode, ouais, bon, Robert Pattinson, c'est pas super. Écoute, je pense chacun doit tester sa chance. Je pense que Twilight, ça va poursuivre Robert Pattinson pendant très longtemps. C'est dommage parce que c'est un excellent acteur qui a su faire énormément de films très différents. Mais qu'on ne connaît même pas finalement ces films très différents. Parce que moi, tu me demandes Robert Pattinson, je te dis tout de suite Twilight, je te donne pas ses autres films. C'est vrai, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Et ben, on regardera pour être moins bête au prochain dîner de Et la famille. polémique avec Zoé Kravitz. Et Zoé Kravitz, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Chloé Kravitz. Zoé Kravitz. Ah oui.
Zoé La Kravitz. fille- Oh là là, la fille de dis Lenny donc, Kravitz, quoi. c'est la fille de Lenny Kravitz. Elle est un peu sexy quand même, hein, disons les choses. Hein. Disons-le, mais il y a eu la polémique sur le fait que, avec ton chouchou Kristen Bell, elle avait été virée au profit de Anne Hathaway pour le casting de Catwoman. Exact, c'est vrai. J'avais totalement oublié ça. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est un peu une rédemption finalement. Une rédemption. Un Comme le retour film. aux sources. C'est rigolo. Bon, alors on y va, on va le voir ou comment ça se passe? Allez, Zoran. Zoé Kravitz pour toi, Robert Pattinson pour moi. Colin Farrell, c'est un peu dommage, il est un peu pas super dans ce film-là, mais Colin Farrell, je dis pas non plus. Colin Farrell en pingouin. Non, Colin Farrell tout seul, sans le pingouin. Hein? C'est pas mal? Non, enfin toi tu pourras pas me dire, mais c'est pas grave. Moi j'y vais, je t'autorise à mater. Tu m'autorises à mater? Non, Hey! c'est comme ça. Bon, ok, super, on en reparlera. Il va dormir sur le canapé ce soir. C'est pas grave. En tout cas, c'est parti, on passe à la 4e info. 4e info. Dans cette émission, on n'évoque pas les sujets politiques, on essaye d'éviter les sujets de la guerre, mais par contre, ils ont des conséquences sur le monde dans lequel on vit. En l'occurrence, la guerre en Ukraine a certaines conséquences, et notamment dans le monde du sport, où c'est presque inattendu finalement. Je vais t'expliquer un petit peu, parce que je te sens un petit peu perdu dans tout Je ça. suis plus politique que sport. Ouais, je sais bien. Bah, c'est pas grave, c'est moi le sportif dans la famille, c'est pas grave. Mais est-ce que tu as entendu parler un petit peu de cette polémique qui a bouleversé la Formule 1, le monde de la Formule 1 ces dernières semaines, suite à la guerre en Ukraine? J'ai cru comprendre que le Grand Prix de Sochi va être annulé, quoi. Il a été annulé, c'est vrai, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça, à vrai dire, mais ça fait partie un petit peu de la polémique. C'est la première vague, en fait, de ce qui s'est passé en Formule 1. Ça a été automatique. La FIA, donc l'organisme qui dirige la Formule 1, a décidé d'annuler totalement la course à Sochi, qui a lieu en septembre. Donc, c'est dire à quel point on a l'impression que le conflit va durer. Mais c'est pas seulement ça. Il y a eu une deuxième vague parce qu'il y avait puisqu'il n'est plus là maintenant, un conducteur Formule 1 qui s'appelle Nikita Mazepin, qui est russe et qui courait dans l'écurie Haas. Donc c'était important parce que son père aussi était un des plus gros sponsors de l'équipe, avec Uralkali, une entreprise de produits chimiques. Et du coup, on va tout raconter depuis le début. C'est quand la guerre en Ukraine a éclaté, tous les sportifs russes, en fait, se sont totalement mobilisés contre la guerre, contre toute forme de violence, etc. Ça n'a pas été le cas de Nikita Mazepin, qui est resté totalement silencieux sur tout ça, qui a juste dit « j'essaye de faire mon travail, c'est-à-dire de conduire ma voiture ». Et ce qui est assez rigolo, c'est que c'était le conducteur de Formule 1 qui avait pris la place du Français Romain Grosjean dans cette écurie. Et ce qui est encore plus intéressant dans cette histoire, c'est que son père est le propriétaire de Uralkali, qui était le sponsor de Haas, et également un proche de Vladimir Poutine. Qui n'est pas proche de Vladimir Poutine. Qui n'est pas proche. Dès le moment qu'on dirige une boîte au Russie, tu es obligatoirement proche de Vladimir Poutine. Exactement. Mais le problème, c'est que en fait, la polémique a enflé. Ce qui fait que juste avant le début de la saison, c'est-à-dire qu'avant qu'une saison démarre de Formule 1, il y a des tests, c'est-à-dire qu'ils testent les nouvelles voitures, etc. Et en fait, c'est le moment où les conducteurs montent dans la voiture, mais ce n'est pas des courses. Mais quand bien même, on considère que la saison démarre à ce moment-là. Et c'est pile à ce moment-là que l'écurie Haas de Formule 1 a décidé de briser totalement le contrat, non seulement qui le lie à Nikita Mazepin, mais qui également le lie à ce sponsor Uralkali. Gros tremblement de terre dans la Formule 1, dans le monde du sport, dans le monde de toutes choses, parce que, en fait, finalement, il est un dommage collatéral de tout ça, puisque il n'est pas responsable du fait qu'il est que son père est proche de Vladimir Poutine, mais à côté de ça, il ne s'est pas tellement prononcé contre la guerre. Donc les gens, en fait, on se sont dit c'est injuste, on condamne tous les sportifs russes, nanana, nanana. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires sur ça, beaucoup de buzz, notamment sur Twitter, autour de tout ce qui s'est passé autour de ce contrat qui a été coupé. C'est assez incroyable.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est tout à fait légitime de la part d'une écurie de Formule 1 de dénoncer un contrat avec un sponsor, mais pas de dénoncer un contrat avec un sportif s'il n'a pas commis de faute sportive ou de faute de comportement. Un sportif n'a pas à prendre des positions politiques s'il ne le désire pas. Même si c'est contre la guerre d'une manière générale? Dans ce cas-là, pourquoi personne ne prend position contre la guerre en République démocratique du Congo ou autre, hein? Non, c'est ce côté cancel culture, ce côté qu'on veut obliger les sportifs ou les comiques ou n'importe qui à avoir des positions politiques. Je pense que les gens qui font du spectacle, et parmi les gens qui font du spectacle, j'entends les acteurs et les sportifs, n'ont pas à prendre position s'ils ne désirent pas. Et si c'est un personnage qui est un petit peu, de base, un petit peu borderline, un peu polémique, c'est normal? Ça te paraît plus normal? Il est polémique? Il a été polémique. Mais sur quel type de sujet? Sur le le sujet plan politique? sur le plan sportif, sur le côté... alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais juste qu'il aurait agressé une femme. Il aurait... Bon, c'est un personnage un petit peu spécial aussi, cet homme. Est-ce qu'on l'a viré pour ça? Non. Alors, si on le vire uniquement par rapport à ces liens, même familiaux, et voilà, que le sponsor ait été dénoncé, c'est tout à fait normal. Une entreprise russe, c'est l'industrie de la défense russe quelque part, c'est normal de dénoncer ça et de ne pas s'associer à ça. Mais la personne, l'individu... Oui, mais le problème, c'est que du coup, c'est le fils du sponsor. Donc si le sponsor s'en va, le fils s'en va. Est-ce qu'il est parti de lui-même ou est-ce qu'on l'a viré? On l'a viré, mais bon, la seule raison pour laquelle il était là, je pense, c'est parce que c'était le fils du sponsor. Il savait conduire une bagnole quand même. Ouais, enfin, il les a plus crachés que conduits, si tu veux. Alors dans ce cas-là, c'est salutaire. Ouais, c'est salutaire, hein, c'est pas mal. C'est pas plus mal. Mais du coup, c'est assez intéressant parce qu'il s'est posé ensuite en victime, entre guillemets, en victime. C'est pas une victime vraiment, mais voilà, en publiant un tweet annonçant la création d'une fondation pour tous les sportifs qui ont été bloqués de toute compétition pour des raisons politiques. C'est une position. Et pour faire cette fondation, d'ailleurs, il a utilisé l'argent du sponsoring Uralkali, évidemment. Donc, du coup, la boucle est bouclée. Il a choisi son camp. La boucle est bouclée. Ça paraît plutôt logique. Et du coup, ce qui est assez intéressant derrière, c'est que l'écurie Haas a repris un des conducteurs qu'il avait viré pour ce renouveau qu'il avait formé, enfin, que Nikita Mazepin avait formé avec un autre chauffeur. Et du coup, le capital sympathie envers cette écurie Haas, qui n'était pas tellement grand à la base, est devenu énorme parce qu'ils ont repris un conducteur qui était assez populaire finalement. Et c'est rigolo. Enfin, quand on regarde les choses un petit peu comme ça, c'est ironique. C'est sacrément ironique. Pas mal, hein? Pas mal comme histoire. Voilà, donc c'était un petit peu Formule 1. Je sais que c'est un petit peu niche, mais... Quand même, c'est plutôt intéressant de voir comment les événements politiques et géopolitiques peuvent impacter aussi sur le monde du sport, plus ou moins directement. Surtout quand on parle de la Russie. Hein. On parle d'une nation qui a énormément de sportifs de haut niveau, qui a gardé cette tradition-là. Donc, si ça commence dans certains domaines, ça va peut-être se poursuivre, notamment dans le tennis, notamment dans le foot. Alors, dans le foot, c'est pas plus mal. Je t'arrête là. On passe à la 5e information. 5e info, on va parler de football. Pourquoi pas? C'est un peu déprimant pour moi parce que, en fait, en tant que supporter du PSG, avec pas mal d'autres supporters, on a vécu des semaines un petit peu difficiles. Tu sais pourquoi? Tu m'as réveillé en gueulant, ouais. Alors ça, c'était au moment du but de Mbappé, oui. Juste avant que je m'endorme, en pensant « c'est bon, le PSG va passer le Real Madrid et on va passer en quart de finale ». Et en fait, je me suis endormie. Tu m'as réveillée le lendemain et tu m'as dit « mais t'as pas vu la remontada du Real Madrid ?» Et là, j'ai dit « c'est une blague, tu ne peux pas me dire un truc pareil. » On a vu la remontada de Barcelone. La remontada de Barcelone. La remontada de Madrid. Et donc, du coup, et tu m'as dit « ouais, mais moi qui n'aime pas le foot, j'en ai entendu parler, nanana. » Et boum, une claque dans la tête. Je regarde, évidemment, Twitter, parce que c'est le réflexe, et je vois le PSG éliminé, nanana, en 8e de finale. Et là, je me dis « la malédiction a frappé. » PSG, c'est encore... Partir sans gagner. C'est un peu terminé. C'est une catastrophe parce qu'on rappelle un peu le truc, quoi. Le PSG,
toujours pas de titre de champion en Champions League, en Ligue des Champions. Les Marseillais vont s'enjailler. Et tous les ans, c'est un peu l'espoir, tu vois. C'est l'espoir, tu sais, l'espoir du désespoir, finalement, parce que, tu sais, chaque année, on se dit, ouais, c'est l'année, c'est notre année, et puis chaque année, c'est la déception. Mais là, on se disait, bon, les gars, on a Mbappé, on a Neymar, on a Messi. Bref, malédiction totale, quoi. Non ? Je veux dire, question. Si ça se reproduit autant de fois, c'est peut-être que c'est pas une malédiction, c'est peut-être qu'il y a des méthodes sportives, j'y connais rien, hein, le foot et moi, voilà. Mais c'est peut-être qu'à un moment, si on continue à appliquer les mêmes méthodes, peu importe le budget, ça ne marchera pas. Il y a une cohésion d'équipe. Il y a un problème. Il y a un problème sportif. Il y a un problème avec Neymar. Il a le même bidabir que moi. Faut pas déconner. Non, mais ça sent qu'il manque de souffle, le garçon. À voir s'il a la même descente que toi. Je sais pas. On peut l'inviter. J'ai des photos sur Instagram à Ibiza de lui en train de vider des cocktails et vider de l'alcool qui prouvent que, voilà, c'est pas... Non, mais c'est vrai. C'est assez incroyable parce que du coup, ça déclenche pas mal de polémiques. Neymar qui finalement surcoté, Messi qui, à l'heure actuelle où on tourne, il n'a marqué que 2 buts en Ligue 1, alors que c'est censé être Messi. Bon, 37 ans ou pas, on s'en fout, tu vois, mais bon, c'est Messi, quoi. Donc, surtout en Ligue 1, tu t'attends à ce qu'il marque un peu plus que 2 buts, sachant que tu te bats contre Caen, Metz, enfin, tu vois, tous les clubs un peu, bon... Je sens du mépris sur la Non, c'est pas du mépris, c'est juste que tu t'attends que Messi, il marque contre des clubs comme ça. Tu ne connais pas la force de la Haute-Normandie. Non, je connais pas la force de la Haute-Normandie. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai choisi des clubs qui sont que là. Tu sais que genre au nord, il n'y a rien. Les pauvres, pardon. Enfin bref, donc du coup, c'est assez triste. Et d'ailleurs, c'est ESPN Football qui en parle le mieux. Ça fait mal. La question, c'est est-ce que ça va amener à un changement ? On a vu que Nasser a tapé une bonne, bonne gueulante. C'est aussi une bonne partie de la polémique, c'est qu'en fait, après le match, il a gueulé contre les arbitres. Et du coup, en fait, donc la défaite plus ça, on s'est dit, les mecs, va falloir changer, faut tout changer. Et donc, au final, tu sais, les supporters, comment ils sont, comment on est, bref. Ça crie à la démission de tout le monde, ça crie, ça envoie des bouts à Neymar, ça envoie des bouts à Messi, enfin, c'est un délire total. Et en fait, ce qui est assez rigolo, ou pas, c'est ironique, c'est que juste la veille de ce match, du Real PSG, Bleacher Report, qui est un des plus gros médias de sport aux États-Unis, avait diffusé la vidéo de la remontada contre Barcelone, enfin de la remontada de Barcelone contre le PSG en 2017, genre un signe, quoi. C'est pas la seule remontada que vous aurez. L'enfer. Ils nous ont mis un œil comme ça, tac, tac, tac. Prophétie autoréalisatrice. Ouais. Mais il y a un truc quand même qui est paradoxal, c'est que les joueurs français cartonnent, là, 3 buts. 1 but pour le Paris Saint-Germain. Non, combien ? 3 buts ? De quoi ? Là, pour le match. Le match, 4 buts 1 but. 1 but sur le match retour. D'accord. Et un but sur le match aller. Et sur le match... D'ailleurs, c'est marqué par Mbappé que malheureusement, on va perdre à la fin de l'année au profit du Real Madrid. A priori. Parce que je le vois bien. Non, mais c'est fou de voir qui a marqué, c'est Benzema. Qui a marqué, c'est Mbappé. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est des joueurs français. C'est-à-dire qu'on a quand même, en France, la dernière Coupe du Monde le prouve, on a un vivier de joueurs bien formés qui ne se retrouvent pas dans les clubs français. Et qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un club ? Le PSG vient de nous prouver que ce n'est pas forcément l'argent. Je ne dis pas que le Real n'a pas un budget de folie, je ne dis pas que Barcelone n'a pas un budget de folie, mais moi j'analyse ça comme quelqu'un d'extérieur au foot, je vois que les meilleurs joueurs un peu partout sont français, en tout cas les joueurs français cartonnent dans les clubs européens et qu'il n'y a vraiment pas de répercussions sur les clubs français eux-mêmes. C'est assez rigolo que tu mentionnes ça parce que juste après la fin de l'aventure 2021-2022 du PSG en Champions League, il y a Romain Molina, qui est un très grand journaliste sportif spécialisé dans le foot, qui annonçait que du coup, à la fin de l'année, El Khelaïfi partait, Pochettino partait et Leonardo partait. Ambiance. Après, à voir si ça se confirme, on verra plus tard, mais c'est ce qu'il a annoncé sur son compte Twitter. Mon avis de footix, c'est invétéré, te dira que pour l'instant, il n'y a qu'une seule étoile sur qu'un seul maillot, dans le bleu, le blanc et le rouge. Et ça se situe plutôt du côté méridional du bouge. Dis-moi, t'as l'impression que t'as vraiment envie de dormir sur le canapé ce soir, en fait. Voilà, j'ai pas envie du canet, moi. Ça va pas, non. Il est fou, celui-là. Il est marié à une femme qui aime le PSG et tu me parles de l'OM. Il est fou.
Enfin bref, bon, on va s'arrêter là. Hein, on va pas déclencher une dispute conjugale comme ça devant tout le monde. On va s'arrêter. Mais en tout cas, vivement l'année prochaine pour qu'on ait à nouveau cet espoir du PSG, qu'on se foute un peu de notre gueule. Encore une fois, ça va être fun. Ça va être fun. Peut-être que l'année prochaine. Bon, on verra. Ayons l'espoir. Et bien voilà, c'était les 5 infos qui ont marqué les réseaux sociaux ces dernières semaines. C'était plutôt sympa d'être ensemble. C'était très sympa, Ouais. toujours sympa d'être avec Ouais, c'est bien, rattrape-toi, t'as raison. On espère avoir rempli toute votre petite tête pour les dîners en famille ou entre amis. Hein? Si vous avez encore des amis après autant de séries Netflix. C'est vrai, c'est clair, si vous avez encore envie de voir des amis, malgré toutes les séries Netflix qu'il y a à voir. En tout cas, nous, on vous laisse et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de 5 sur 5. À très vite!